Vous souvenez-vous de l'époque où la pire équipe de baseball est devenue le vestiaire le plus culte de l'histoire du cinéma? En 1989, Paramount Pictures sortait Major League, une comédie de baseball à petit budget et au langage fleuri, réalisée par David S. Ward, qui raconte l'histoire des Cleveland Indians luttant pour éviter leur déménagement à Miami. On y retrouvait Charlie Sheen dans le rôle du lanceur de relève imprévisible Rick Wild Thing, Vaughan, Tom Berenger dans celui du receveur désabusé Jake Taylor et Wesley Snipes dans celui du rapide Willie Mays Hayes. Autour du stade, on croisait également Corbin Burns, Dennis Hayserd et bien sûr le légendaire Bob Uecker. Ah oui, et René Rousseau dans son premier grand rôle au cinéma. Mais derrière les tribunes combles lors de la course au point, il y avait des stéroïdes, des commentaires improvisés, des stades factices, de vraies blessures et une fin alternative qui a failli ruiner tout le film. Aujourd'hui, nous allons vous présenter 15 anecdotes insolites sur Major League. Et restez avec nous pour la première, car la fin originale aurait transformé le plus grand méchant du film en son héros caché. Croyez-nous, vous allez adorer savoir à quel point ils ont failli tout gâcher. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas vous retrouver à regarder les matchs depuis les tribunes supérieures avec des silhouettes en carton. Dites-nous en commentaire quelle est la première phrase qui vous vient à l'esprit quand on vous dit Major League. Allez, c'est parti pour le compte à rebours. À vos marques, celui qui n'avait pas besoin de doublure. Charlie Sheen a été chronométré à environ 137 km/h sur le tournage de Major League. Il affirmait que sa balle rapide était passée d'environ 127 km/h à environ 137 km/h. Pas grâce à des effets spéciaux, pas avec un bras en caoutchouc et un coup de chance. Il lançait de vraies balles rapides. Avant le tourbillon médiatique et l'ère du Tiger Blood, Sheen était un véritable joueur de baseball au lycée, doté d'une vitesse impressionnante. Le réalisateur David S. Ward n'a pas eu besoin de recourir à des trucages ou à des doublures pour la plupart des scènes de lancer. Un simple receveur au réflexe fulgurant et un peu de chance ont suffi. Mais voici ce dont personne n'a parlé pendant des années. Sheen a admis plus tard à Sports Illustrated avoir utilisé des stéroïdes pendant environ 2 mois lors de sa préparation pour le rôle. Non pas par vanité ni pour sa carrure, mais pour la puissance de son bras. Il voulait lancer si fort que la balle rapide de Rick Vaughn paraisse crédible, et ça a marché. Les stéroïdes ont décuplé sa vitesse et son attitude, et ça se voyait à l'écran. Alors, quand vous voyez Wild Thing faire exploser le radar et fixer les frappeurs comme s'ils n'avaient rien à perdre, eh bien ce n'était pas que du cinéma. Pendant des années, les fans ont cru que l'élément le plus irréaliste du film était la victoire des Cleveland Indians en championnat. En réalité, c'était la performance impeccable des lanceurs. Bob Uecker a transformé la cabine de commentateur en scène ouverte. La prestation la plus drôle de la Ligue majeure n'est venue d'aucun joueur en uniforme. L'idée venait du commentateur qui avait déjà passé des années à se forger une carrière comique en étant un piètre joueur de baseball. Bob Uecker a joué 6 saisons en Ligue majeure et a affiché une moyenne au bâton de 200, une statistique qu'il a exploitée pour ses spectacles. Tout son personnage reposait sur un échec joyeux. Uecker volait la vedette à chaque match. Et au passage, il a révolutionné la façon dont le baseball est commenté à la télévision. Le metteur en scène David S. Ward a donné à Uecker les indications de base, la situation sur le terrain, etc., et l'a laissé faire à sa guise. C'est ainsi qu'une simple indication scénique concernant un lancer incontrôlé s'est transformée en un « juste un peu à l'extérieur ». Juste un peu à l'extérieur. Il a tenté le coin et a raté. Le tout prononcé avec cette résignation typiquement Midwestern que seul un homme qui comprend la défaite au baseball à un niveau spirituel. Et cette énergie, ce foutu coup, elle n'était pas feinte. C'était un vrai commentateur qui canalisait un désespoir authentique.
celui qu'on accumule après des années à voir des équipes trouver de nouvelles façons créatives de perdre. Pas de faux optimisme, pas de monologues inspirants, juste la misère hilarante et grandissante d'un homme qui l'a vécu. La frontière entre le réel et le réel s'est presque immédiatement estompée. Aujourd'hui encore, lorsqu'un lanceur rate sa cible de très loin, aucun commentateur américain ne peut s'empêcher de le répéter. Uecker n'a pas seulement marqué les esprits dans Major League, il a profondément transformé la façon dont le baseball est retransmis à la télévision. La nuit où Wild Thing a transformé les releveurs en véritables stars. Avant Major League, voir un lanceur de relève arriver en trottinant de l'enclos était aussi passionnant que de regarder la peinture sécher. Des applaudissements polis, peut-être un peu de musique d'orgue, ou un type qui mâche agressivement des graines de tournesol. Frisson garanti, n'y comptez pas, puis Rick Vaughn est arrivé. Les réalisateurs ont abandonné la version Bubblegum 60s de Wild Thing pour la reprise punk et hargneuse de X, brut, bruyant et sans la moindre envie de faire mignon. Vaughn n'est pas arrivé comme ça. Il fit une entrée remarquée. Lunettes sur le nez, volute de fumée, le stade en délire. Ce n'était pas un simple changement de lanceur. C'était un coup d'éclat, et le monde du baseball l'a remarqué. À la fin des années 90, les releveurs avaient commencé à choisir leur propre musique d'entrée comme s'ils étaient les têtes d'affiche d'un concert. Mariano Rivera a transformé Enter Sandman en une marche funèbre pour la 9e manche. Les chansons d'entrée emblématiques sont devenues aussi incontournables que les sachets de résine et la bière hors de prix. Le film Major League n'a pas inventé le concept, mais il a montré au monde entier ce qui arrive quand on traite un releveur comme une vedette. Avant le film, l'enclos des releveurs était une salle d'attente. Après, il est devenu une véritable scène. Quand la blague a pris une tournure inattendue en 1989, le film Major League reposait entièrement sur l'idée que Cleveland puisse enfin gagner quelque chose. La franchise n'avait pas participé au World Series depuis 1954. 35 ans de défaite avaient fait des Indians la risée du baseball. Alors, tout naturellement, David S. Ward a construit un film entier autour de cette histoire. Personne ne s'attendait à ce que la réalité suive le même scénario. En 1995, les vrais Cleveland Indians ont réalisé un parcours exceptionnel et se sont hissés jusqu'au World Series. Et les supporters n'étaient pas seulement présents, ils étaient complètement investis. Des hôtels improvisés à l'effigie de Drew ont commencé à fleurir autour de Jacobs Field. On apportait du rhum au stade comme s'il s'agissait d'une offrande religieuse. Wild Thing résonnait si souvent dans la foule qu'elle est pratiquement devenue le deuxième hymne de la ville, et les joueurs s'y sont pleinement investis. Des gars comme Kenny Lofton et Jim Thome jouaient avec une énergie brute et chaotique qui semblait tout droit sortie des vestiaires du film. Certains ont même cité ouvertement des répliques du film lors d'interviews, car à ce stade, pourquoi lutter contre? Après 4 décennies de galère au baseball, Cleveland n'a pas seulement obtenu une équipe compétitive, ils ont vécu leur film préféré pendant tout un mois d'octobre. Le plus irréaliste, l'intrigue n'a jamais été un élément central de Major League. Ce qui était fascinant, c'était le temps qu'il a fallu à la réalité pour rattraper son retard. Le joueur le plus lent du baseball. À l'écran, Willie Mae Hayes semblait capable de voler le 3e but debout, des saltos arrière dès sa sortie du marbre, une vitesse fulgurante, un véritable chaos de crampons. Mais en réalité, disons que le chronomètre était un peu moins impressionné. Le réalisateur David S. Ward a admis plus tard que Wesley Snipes courait comme une fourmi. Certes, il avait l'allure, mais sa vitesse de déplacement laissait à désirer. Alors, l'équipe a eu recours à ce que le cinéma sait faire de mieux, tricher. Ils ont ralenti la caméra pour donner l'impression d'aller plus vite au ralenti. Ils ont filmé en plan serré et monté rapidement. Ils ont laissé son charisme faire le gros du travail. Et à la sortie du film, Hayes n'avait pas seulement l'air rapide. Il paraissait intouchable. Et le plus étonnant, c'est que personne ne s'en est douté,
car Snipes était tellement convaincant. Son sourire, son assurance, sa façon de se tenir, comme s'il se savait déjà à l'abri. Si une réalisation astucieuse et une attitude irréprochable peuvent transformer des foulées saccadées en vitesse olympique, ce n'est pas une limitation. C'est la magie du cinéma. Et ça a si bien fonctionné que la plupart des fans pensent encore que Willie Mays Hayes était le coureur le plus rapide sur le terrain. Il était loin du compte. Le dilemme de Costner. En 1988, Kevin Costner venait de jouer Crash Davis dans Bull Durham, un receveur vétéran aux genoux fragiles et au monologue mémorable. Alors, quand le scénario d'un film de Ligue majeure mettant en scène un autre receveur vétéran aux genoux tout aussi fragile est arrivé sur son bureau, le calcul était simple. Apparemment, Costner appréciait le projet, mais incarner Shingards 2 années de suite pour 2 films de baseball différents n'était pas vraiment une stratégie de diversification de carrière. Une année, tu coaches Nuke Luch à Durham et l'année suivante, tu te soignes les genoux à Cleveland. À un moment donné, chaque réunion de scénario se transforme en intervention. Alors, il a refusé. Il est parti tourner Field of Dreams à la place. Des champs de maïs, des fantômes et l'une des parties de balle les plus déchirantes jamais filmées. Je ne pleure pas, c'est vous qui pleurez. Ce qui a laissé le champ libre à Tom Berenger pour incarner Jake Taylor. Et je pense que le film y gagne. Costner apporte du raffinement. Il a le charisme d'un premier rôle et des monologues qui semblent avoir été peaufinés lors d'un atelier d'écriture. Mais Berenger, lui, a apporté quelque chose de complètement différent. Un type qui avait l'air d'avoir dormi dans sa voiture et de ne pas avoir consulté un chiropraticien depuis l'époque de Carter. Son Jake Taylor paraissait usé, cabossé, comme un homme qui avait passé 15 ans à se prendre des balles fausses sur les genoux. Costner a eu son moment de gloire dans un champ de maïs de l'Iowa. Mais Major League a eu un receveur qui avait l'air d'avoir bloqué quelques balles perdues avec son visage. Tout le monde y a gagné. Le film Cleveland, tourné à Milwaukee, donnait l'impression que Cleveland vibrait au rythme de son équipe. Tribune comble, foule en délire, une ville qui redécouvrait son amour pour son équipe. C'était une véritable déclaration d'amour au baseball de Cleveland. Sauf que presque rien n'a été filmé à Cleveland. En 1989, le Cleveland Municipal Stadium était immense, vétuste et les tournages y étaient très coûteux. La production s'est donc discrètement déplacée au Milwaukee County Stadium. Ils ont changé la signalétique, les protections murales et espéré que personne ne s'attarderait trop sur la vue. Malgré la fierté locale que le film a suscitée, elle était en grande partie fabriquée de toutes pièces à environ 560 km à l'ouest. Quant aux foules en délire dans les tribunes, c'est de la comptabilité créative. La production n'ayant pas les moyens d'engager des dizaines de milliers de figurants, les gradins supérieurs furent remplis de silhouettes en carton. Les vrais acteurs, quelques centaines, étaient déplacés dans les sections inférieures entre les prises, dans une sorte de jeu de chaises musicales des plus complexes. On s'asseyait ici, on applaudissait, on se déplaçait de 3 sections et on applaudissait à nouveau. Mais ce n'est pas tout. Certaines de ces scènes de chaudes nuits d'été ont été filmées en plein hiver par un froid glacial. Les acteurs en manches courtes faisaient comme si c'était le mois de juillet, tandis que des radiateurs d'appoint attendaient hors champ. On pouvait presque en avoir la chair de poule si on savait où regarder. Un véritable phénomène. Rick Vaughn n'est pas apparu de nulle part. Sa chevelure indomptable, son énergie débordante, cette impression que le lanceur pourrait bien transpercer le frappeur plutôt que de le contourner. Oui, tout cela était inspiré d'une personne réelle. Il s'appelait Al Haboski, surnommé le Hongrois fou dans le monde du baseball et considéré comme le personnage le plus étrange de son époque. Bien sûr, il s'agit du Hongrois fou, et ce surnom lui allait à merveille. Prabowski, lanceur de relève dans les années 70, transformait chaque apparition au monticule en une véritable épreuve psychologique. Avant chaque lancer, il piétinait le monticule, tournait le dos au marbre, claquait la balle dans son gant et marmonnait quelque chose, comme un homme animé d'un désir de vengeance personnelle. Quand il s'est retourné,
Les frappeurs ne savaient plus s'ils avaient affaire à un lanceur ou à quelqu'un qui venait de perdre une dispute avec son propre reflet. Sa moustache à la Fu Manchu a fini de les convaincre. Frauski avait dit un jour qu'il voulait que les frappeurs croient vraiment qu'il était assez fou pour les toucher exprès. Et vu la façon dont ils se sont accrochés au marbre, je crois que ça a marché. Avant Haboski, on attendait des lanceurs qu'ils soient calmes et professionnels. Mais il a prouvé que si on a le bras pour ça, la montagne peut devenir une véritable performance artistique. Vaughn vient de bénéficier d'un meilleur éclairage et d'une meilleure bande-son. Au fait, avant la pause de la 7e manche, vous avez compris le jeu de mots? Sonnez la cloche et faites-nous savoir que vous êtes là. Et si vous arrivez encore à entendre un tout petit peu ce qui se passe autour de vous sans que cela ne vous perturbe, faites-nous plaisir et partagez ceci avec un ami. Allez, retournons au jeu. La star de la télé qui pensait que ce serait un flop. En 1988, Corbin Bernsen était au sommet de sa carrière d'avocat à Los Angeles. Nomination aux Emmy Awards, rumeurs de Golden Globes, monologue d'audience en prime time et costume sur mesure. Il était une véritable vedette de la télévision au sommet de sa gloire. Alors, lorsqu'une petite comédie de baseball sans prétention, centrée sur la pire équipe de Cleveland, s'est présentée, il n'y a pas vu un événement marquant de sa carrière. Bernsen avait ouvertement admis avoir accepté le rôle de Roger Dorn, en partie parce que cela lui permettait de troquer le costume-cravate contre un maillot et de prendre l'air pendant quelques mois. Le scénario lui plaisait. Il pensait que ce serait amusant. Il imaginait aussi que le film passerait inaperçu, et c'est là que ça devient parfait. Il a insufflé, sans le vouloir, cette même énergie au personnage. Roger Dorn, c'est le genre de gars qui se la coule douce pendant toute la saison grâce à son contrat garanti. Il ne veut pas se jeter sur une balle au sol. Il ne veut pas salir son uniforme. Il attend patiemment que le chèque soit encaissé. L'attitude désinvolte de Bernsen, qui semblait dire « ça n'aura probablement aucune importance », correspondait si parfaitement à l'apathie de Dorn sur le terrain qu'il était impossible de dissocier les deux, même en essayant. Le film devint alors un phénomène et soudain, Burns n'était plus seulement l'acteur de la série d'avocats. Il était Dorn, l'acteur sous contrat que tout le monde adorait détester. Le rôle qu'il avait pris comme des vacances est devenu, 30 ans plus tard, la raison pour laquelle on l'interpelle encore dans les aéroports. Le film qu'il pensait être une simple parenthèse s'est révélé être sa destination. La course au film classé R s'inspirait de la stratégie de Slapshot. Si vous n'avez vu Major League que sur une chaîne du câble de base, vous n'avez vu qu'environ 60% du film. Le reste a été remplacé par un doublage absurde qui donnait l'impression d'entendre une équipe de baseball entraînée par un remplaçant qui craignait de se faire licencier. La version non censurée avait un tout autre impact, et c'était voulu. Le réalisateur David S. Ward ne recherchait pas le succès commercial hollywoodien de la fin des années 80. Son approche était radicalement différente, du jeu direct et sans fioritures. Des gaz d'échappement, de la bière bon marché, des joueurs qui s'invectivent dans l'abri. Pas de violon enflammé au-dessus du terrain. Pas de monologues inspirants au coucher du soleil. Au lieu d'un héros sportif exemplaire, on a eu droit aux genoux de Jake Taylor qui craquait à chaque fois qu'il se baissait derrière le marbre. Au lieu d'un manager modèle, un bloc-notes et un rêve en tête, on a eu Lou Brown qui faisait mariner un steak dans son bureau comme s'il organisait un barbecue où, par hasard, une équipe de baseball serait associée à l'événement. Pour les jeunes de la génération X qui avaient réussi à mettre la main sur la VHS intégrale, que leurs parents l'aient louée intentionnellement ou non, c'était comme s'introduire en douce dans un vestiaire où l'on n'était jamais censé entendre quoi que ce soit. Le langage était cru, l'ambiance dans les vestiaires était bruyante, et personne ne prétendait que ces gars-là étaient des modèles. La plupart des films de sport cherchent à susciter l'ambition, mais Major League a fonctionné parce que les personnages nous étaient familiers. Leurs voix étaient exactement les mêmes que celles des joueurs qu'on entendrait à travers le mur du dugout si on se penchait suffisamment près. Le sanctuaire, le rhum et le mojo légendaire de Drew. Petite idole, énergie débordante,
et en quelque sorte le cœur spirituel de Major League. Le tout sans une seule réplique, ni une seule carte SAG. Le réalisateur David S. Ward s'est inspiré de joueurs de baseball latinos superstitieux comme les frères Alou et Orlando Cepeda pour créer le personnage de Pedro Serrano et a poussé le concept à l'extrême. Serrano disposait d'un véritable hôtel dans son vestiaire, présent à chaque passage au bâton. Et il ne s'agissait pas d'un simple bibelot bon marché. L'équipe des accessoires a façonné Joe Buck en argile et en fil de fer, avec une coiffure impeccable, un minuscule cigare et plus de cadeaux que la moitié des joueurs de baseball. Sur le plateau, l'équipe traitait Joe Buck comme un trésor. Chelsea Ross, alias Eddie Harris, l'homme qui vide le rhum de Joe Buck, était ironiquement l'un de ses véritables gardiens. Après le tournage, Joe Buck n'a pas disparu dans un coffre-fort du studio. Il est rentré chez lui avec Brian Robinson, un membre de l'équipe, qui le conserve toujours, rhum compris, et a refusé des offres supérieures à 35 $. La légende perdure. Lors du parcours des Indians de Cleveland en Série mondiale de 2016, Jason Kipnis et Mike Napoli ont construit leur propre hôtel dédié à leur travail dans le vestiaire. Car, en pleine crise de confiance en octobre, même un accessoire comique peut paraître une option acceptable. On a ri de Serrano priant devant une idole en bois, et on a ensuite passé le reste de notre vie à attribuer nos mauvaises performances au bâton à la chance. Le stage intensif qui a failli briser Behinger. Tom Berenger avait joué au baseball au lycée, en troisième base et au champ extérieur, selon ses propres dires, mais il n'avait jamais enfilé l'équipement de receveur. Jake Taylor devait avoir l'air d'un joueur ayant passé 15 ans derrière le marbre. La production a donc fait appel à Steve Joerger. Joerger n'était pas un consultant comme les autres. Ancien receveur des Dodgers et co-vice-président en 1981, il avait toujours l'air prêt à rejouer demain. Il a partagé le titre de MVP des séries mondiales avec ses coéquipiers Pedro Guerrero et Ron. Il a commencé à travailler avec Berenger 6 semaines avant l'arrivée du reste de l'équipe, lui faisant travailler son jeu de jambes, ses exercices de blocage et une douzaine de petites habitudes qui distinguent un vrai receveur d'un acteur portant des protèges tibia. Les premiers entraînements se sont déroulés en Caroline du Sud, où Berenger résidait, en partie pour perfectionner sa technique et en partie pour s'acclimater à l'humidité ambiante qui transformait l'équipement en véritable sauna. Cette préparation s'est avérée précieuse, car le tournage a eu lieu durant l'un des étés les plus chauds jamais enregistrés à Milwaukee. L'équipe et les acteurs ont dû affronter des températures caniculaires dépassant les 38 degrés Celsius, et Berenger, déjà sujet à d'anciennes blessures à la hanche et au genou, en a particulièrement souffert. Lors d'un tournage de nuit, il a eu tellement chaud qu'il a dû quitter le plateau et a vomi entre les prises. Un fan qui attendait à proximité lui a demandé un autographe. Et oui, cet homme était vraiment malade, et un autre n'a pas supporté la situation. Joerger a également doublé Berenger dans certaines scènes de lancer, les passes rapides vers le deuxième but, les lancers fulgurants vers le monticule, et si vous avez déjà remarqué Jake Taylor, il porte le numéro 7. C'est l'ancien numéro de Joerger chez les Dodgers. Un clin d'œil discret de la production à celui qui a donné à toute cette histoire un aspect si réaliste. Et au moment où les caméras ont commencé à tourner pour le match final, les grimaces de douleur de Berenger n'étaient plus tout à fait feintes. Entre ses anciennes blessures et les coups reçus pendant l'été, le corps meurtri de Jake Taylor semblait plus proche du documentaire que de la fiction. Le pari à 11 millions qui s'est avéré payant. Personne ne se bousculait pour financer une comédie de baseball vulgaire sur Cleveland. Les films de sport étaient censés briller. Des applaudissements lents, des discours inspirants, peut-être une étreinte émouvante dans les vestiaires. Je ne sais pas. Major League est arrivé avec un budget de 11 millions de dollars. Une équipe de joueurs pas encore célèbres et aucun intérêt pour le côté familial. Le studio l'a considéré comme un film de transition printanier,
un divertissement temporaire pour occuper l'écran en attendant les grosses productions de l'été. Et pourtant, il s'est hissé directement à la première place du box-office. À la fin de son exploitation, il avait engrangé près de 50 millions de dollars aux États-Unis et environ 75 millions dans le monde, soit près de 7 fois son budget. Le public lui a attribué la note de A pour cette comédie classée R, portée par les gags Spite and Fastballs. C'est quasiment une ovation. Tout a commencé parce que le scénariste et réalisateur David S. Ward en avait assez d'attendre un miracle. Ce gamin de Cleveland, lassé des saisons presque parfaites, s'est dit que s'il voulait voir les Indians gagner quelque chose, il devait l'écrire lui-même. Et c'est ce qu'il a fait. Ward a décroché le titre et Cleveland a enfin pu fêter ça, même si la victoire s'est conclue par un générique. 11 millions de dollars, aucune certitude, et pendant 2 heures glorieuses, le Challenger a bel et bien terminé premier. La top modèle qui restait plantée dans son coin. Avant de voler des tableaux avec Pierce Brosnan dans l'affaire Thomas Crown, René Rousseau était figé dans un coin, tentant de ne pas rater sa première véritable audition pour un film. Rousseau avait passé sa vingtaine à figurer parmi les mannequins les plus en vue du pays. Couverture de Vogue, de Cosmopolitan, une carrière qui, pour la plupart, prendrait sa retraite. Mais à la mi-trentaine, elle avait abandonné le mannequinat et tentait de percer dans le cinéma sans presque aucune expérience. Lorsqu'elle est arrivée à Reed pour le tournage de Major League, le réalisateur David S. Ward a immédiatement remarqué 2 choses. Une chaleur naturelle indéniable et une nervosité telle qu'elle restait plantée dans un coin de la pièce. Ward a admis plus tard que, techniquement parlant, son audition ne figurait pas parmi les 10 meilleures, mais il y avait quelque chose chez elle qui l'avait marquée. Il l'a mise en contact avec Tom Berenger pour un essai d'alchimie, et le courant est immédiatement passé. Il a donc pris le risque. Dès le premier jour, les imperfections sont apparues. Rousseau gesticulait tellement qu'elle gesticule sans cesse, passant ses mains devant son visage pendant les prises. Ward lui a demandé de les baisser, mais elle n'y arrivait pas. Il a donc dû lui attacher les mains pour une prise. Une prise plus tard, Rousseau a dit « Ça y est, je crois que c'est bon. » Et c'était tout. Ward a ensuite désigné une longue scène de bibliothèque avec Berenger, comme le moment où tout s'est mis en place. Longs dialogues, coupe minimale, aucune marge de manœuvre. Rousseau a parfaitement réussi. Elle a déclaré plus tard que c'est grâce à cette scène qu'elle a compris qu'elle en était capable. Elle n'était plus simplement un mannequin de passage sur un plateau de cinéma. Le reste de sa carrière a largement confirmé le bien fondé du pari de Ward. Le retournement de situation qui a failli tout gâcher. Rachel Phelps était la méchante parfaite. Elle a hérité des Cleveland Indians. Elle détestait la ville et a délibérément constitué la pire équipe possible. Chaque décision était conçue pour faire chuter l'affluence et ainsi pouvoir déménager la franchise à Miami. Margaret Whitten l'interprétait avec un sourire glacial qui donnait envie de jeter quelque chose à l'écran. Chaque victoire de l'équipe était vécue comme une attaque personnelle. Chaque remontée était un coup direct porté à son plan. Mais le scénario original a failli tout anéantir. Dans les premières versions de David S. Ward, Rachel ne cherchait pas à saboter l'équipe. Elle orchestrait leur succès. Tout le stratagème, l'effectif catastrophique, l'humiliation publique, tout était conçu pour les mettre à rude épreuve afin qu'ils se reconstruisent plus forts. Elle n'était pas la méchante. Elle était l'architecte. Et le public a détesté ça. Et on comprend pourquoi. Si Rachel tire secrètement les ficelles à leur avantage, toute l'histoire du petit poucet s'effondre. La vengeance de Jake Taylor est montée de toutes pièces. Les liens tissés dans les vestiaires sont artificiels. Les fans en carton deviennent de vrais supporters. Ça fait partie de son plan. Le public n'applaudit plus la ténacité. Il assiste à la chute d'une équipe piégée. Alors Ward a abandonné le rebondissement. Rachel est restée froide, impitoyable, irrémédiablement corrompue. Pas de cœur d'or caché, pas de rédemption au 3e acte. Juste une méchante qui a perdu parce que l'équipe qu'elle a tenté de détruire a refusé d'abandonner. Et c'est ce qui a sauvé le film.
pas l'entrée en scène de Wild Thing, pas le sacrifice final, pas même le stand Duker. C'est le fait d'avoir gardé Rachel Phelps aussi cruelle qu'il le fallait, pour que la victoire ait un véritable sens. Et voilà. 15 anecdotes insolites sur Major League, cette comédie de baseball à 11 millions d'entrées qui a étonnamment duré plus longtemps que la plupart des équipes qu'elle parodiait. Alors, laquelle vous a le plus surpris? Laissez un commentaire et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications.